Je ne sais pas ce qu'il a l'enregistrement. Voilà. Alors, rebonjour tout le monde. Cette séance, 9e séance de Supply Chain Management sera, si on arrive à terminer toutes les parties prévues, ce sera la dernière séance du cours. Et la séance de la fin de semaine, je ne sais pas si c'est vendredi ou samedi pour vous, ce sera pour une petite évaluation qui sera comptabilisée comme une partie de la note de contrôle continu, comme les présentations pour ceux qui ont déjà présenté, ou bien pour les travaux que vous avez rendus sur le Classroom lorsque vous avez des travaux en asynchrone. Donc, disons, 45 minutes ou une demi-heure sera pour une petite évaluation et puisque vous allez réviser votre cours, vous aurez probablement des questions. Donc, je vais répondre à vos éventuelles questions. Ça, c'est pour la prochaine séance. Pour cette séance, nous allons entamer la dernière partie prévue pour ce cours sur l'analyse de risque et l'effet coup de fouet. Ce sont deux notions liées. Le plan de la séance sera comme suit. Nous allons commencer par une présentation du risque et par la suite de ce qu'on appelle une analyse de risque. Nous passerons à la suite à la présentation d'une normalisation du risk management. On va voir est-ce qu'on a ou pas déjà une norme de gestion de risque et si laquelle. Et on va finir par un phénomène connu par le théorème de la supply chain, connu par le nom aussi de effet coup de fouet ou bullwhip effect. Pour la première séance d'analyse de risque, nous allons commencer surtout par définir risque et danger, les deux termes, et définir l'alliance entre ces deux définitions. On passera par la suite à la méthodologie de l'analyse de risque, une proposition d'une méthodologie adoptée pour l'analyse de risque dans la gestion d'une chaîne logistique. Et on terminera cette partie par une courbe d'évaluation de risque qu'on appelle courbe de Farmer. Je vous pose la question de ce qu'est un risque. Comment vous pouvez définir risque? C'est quoi? Ou bien donner un exemple de risque. C'est quelque chose qui est incertain, qu'on peut gagner ou bien qu'on peut perdre. La probabilité, c'est une probabilité. Déjà, c'est une probabilité. D'accord. Donc, déjà, c'est une probabilité. On peut dire que c'est une probabilité et c'est une conséquence ou l'effet de l'incertitude sur l'efficacité, sur l'atteinte des objectifs. Donc, c'est une probabilité de ne pas atteindre un objectif. D'où est-ce que peut provenir un risque? Ça peut être lié à la demande client, bien évidemment. Ça peut être lié à l'approvisionnement, au processus, donc à la fonction produire, au contrôle et supervision et, dans le cas général, à un environnement de l'entreprise si on parle d'une chaîne logistique d'entreprise. Environnement, ça peut être, par exemple, les fournisseurs et les clients. Vous trouvez ici quelques exemples de risques qu'on peut avoir sur une chaîne logistique. Comme toute décision, nous pouvons trouver, en cohérence avec l'horizon de la décision, des risques au niveau opérationnel, des risques au niveau tactique et des risques au niveau stratégique. Ce sont les conséquences surtout qui définissent si un risque est opérationnel, tactique ou stratégique. Vous pouvez trouver ici quelques exemples de risques selon l'horizon considéré, liés à la demande, approvisionnement ou autre. Les situations de risque sont liées ou bien à des technologies, ou bien à l'économie, par exemple, ou bien on peut parler de risques écologiques, tels que les émissions de CO2, des risques sanitaires, tels que la situation dont nous vivons actuellement, des risques naturels, tels que les inondations, par exemple, ou bien des risques liés au transport. Maintenant, si je vous demande la différence entre, ou si c'est la même chose, vous me dites aussi,
entre risque et danger. Est-ce que vous avez une idée sur la relation entre la notion de risque et la notion de danger? Mamadou? Bon, selon moi, danger et risque est inclus dans danger, mais on peut avoir un danger sans qu'il s'agisse d'un risque. Parce qu'un risque, on peut gagner, alors que le danger, c'est déjà... Oui, un risque peut avoir des effets positifs. Oui, ça peut être une différence. Oui, Mamadou, très bien. C'est une composante de la différence puisque un risque n'est pas forcément un risque négatif. Très bien. N'est pas un risque à effet forcément négatif. Mais par définition, la relation entre risque et danger, c'est la suivante. On dit que le risque est une évaluation de danger, c'est-à-dire on dit qu'on a un risque, par exemple, on a un risque élevé d'un danger ou d'un accident d'un danger bien déterminé, d'un accident, par exemple. Donc, c'est comme si c'est une unité de mesure, c'est écrit que c'est une unité de mesure intuitive et subjective du danger. Dans le cas général, on parle de risque. Le danger, c'est par exemple les défaillances pour la maintenance, la rupture de stock pour la gestion de stock, etc. Ça peut être une défaillance. Le risque mesure ce danger, pardon. D'accord? Donc, c'est une évaluation de danger qui présente en particulier une évaluation intuitive et surtout subjective. C'est-à-dire une appréciation. Ce n'est pas une quantification rigoureuse, c'est une appréciation subjective. Et dans ce sens, le risque peut avoir deux dimensions. Une dimension du nombre d'occurrences ou de probabilité d'occurrence, c'est-à-dire le nombre de fois où ce risque-là a lieu ou pourra avoir lieu, et le degré de ses conséquences, c'est-à-dire son degré de gravité qui est plus ou moins acceptable. Donc, si on veut mesurer un danger par une évaluation de risque, on doit au moins définir deux dimensions. Une probabilité d'occurrence, on va voir des exemples comment on peut décrire la probabilité d'occurrence, et un niveau de gravité ou on peut dire niveau, elle a un seuil, voilà, une échelle de gravité qui peut être acceptable ou pas. Donc, souvenez-vous que le risque, c'est une mesure de danger et à deux dimensions, la probabilité d'occurrence et le degré de gravité. Voilà le mot que je cherchais, le degré de gravité. Si on veut parler maintenant d'une gestion de risque, la gestion de risque revient à une gestion de défaillance pour nous. Parce que si le risque a des effets positifs, on pourra ne pas étudier ce risque-là. Donc, on suppose que nous avons des risques, qu'on va les assimiler à des défaillances qui peuvent être techniques, humaines ou organisationnelles. Techniques, c'est-à-dire liées aux matériaux de production ou autres. Humaines, c'est-à-dire liées aux intervenants ou aux autres participants de la chaîne logistique tels que les fournisseurs et les clients, ou bien de la structure organisationnelle de ma chaîne logistique. Les origines ou les causes de ces risques-là peuvent être de deux sources. Ça peut être lié, ces défaillances-là peuvent être liées aux caractéristiques du système lui-même, c'est-à-dire une mauvaise conception, une mauvaise installation, une mauvaise fabrication, etc. Donc, c'est une caractéristique interne du système et dans ce cas, on parle d'origine intrinsèque à mon système de gestion logistique si on parle de supply chain. Ou bien, le deuxième origine de ces risques ou défaillances, ce sont des erreurs qu'on peut les qualifier de actives. Des erreurs, c'est-à-dire des fausses manœuvres, par exemple, des mauvaises utilisations, des conséquences d'un autre risque qui n'est pas lié à mon entreprise. L'essentiel que ce n'est pas intrinsèque au système, mais plutôt externe, c'est-à-dire extrinsèque à mon système. Donc, pour gérer le risque, on va parler de risque
qu'on va assimiler à des défaillances qui peuvent être techniques, humaines, opérationnelles et qui ont une origine ou bien intrinsèque liée aux caractéristiques du système ou bien extrinsèque liée à des erreurs ou à des fausses manœuvres, par exemple, si on parle de défaillances techniques. Les étapes ou le processus de gestion de risque peut être représenté comme le montre la figure suivante. C'est une figure que vous pouvez trouver partout. Bon, c'est pas la même figure peut-être, mais les étapes sont partout. Partout là où vous cherchez une définition de ce qu'on appelle gestion de risque. Cette procédure commence toujours par le contexte. On doit commencer par établir le contexte de mon étude. C'est définir le périmètre, définir l'activité, les équipements, les intervenants. L'objectif de mon étude d'analyse de risque, ce que je cherche à éliminer ou à contrôler ou à analyser des risques techniques uniquement, des risques organisationnels uniquement, je cherche à étudier tout type de risque, etc. Donc, je dois définir le contexte de mon analyse de risque. Et puis, on va passer aux étapes de définition et traitement. Donc, il y a une étape très importante qui peut être appelée, dans ce cas, c'est appelé appréciation de risque, qui est divisée en une identification, une analyse et une évaluation de risque. Et puis, on passera après l'analyse et l'évaluation à un traitement. Le traitement dépend du domaine d'activité, dépend de l'objectif, dépend des moyens mis à disposition, etc. Et entre ces étapes-là, il y a toujours un contrôle, il y a une mise à jour, il y a une surveillance, comme vous voyez ici. Si on veut résumer le schéma global du processus d'analyse de risque, on va dire que nous avons principalement 4 étapes. L'identification, l'évaluation, l'analyse et puis le traitement. L'identification, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, on va répondre principalement à la question « Quels sont les problèmes potentiels liés à ce risque-là » Quelle est leur importance, l'importance de chacun de ces problèmes-là et quelle est la probabilité d'occurrence de chacun de ces problèmes. L'importance et la probabilité peuvent être considérées comme une évaluation, mais on peut quand même avoir un aperçu sur l'importance, c'est-à-dire le degré de gravité et la probabilité d'occurrence de chacun des risques. Donc, à la fin de la première étape, on peut avoir une liste de problèmes potentiels. On va par la suite passer à l'évaluation de ces risques-là. Et lorsqu'on dit évaluation, on va ajouter à l'importance et probabilité déjà définies dans la première partie un classement, par exemple, une comparaison par rapport à une référence. On va dire si ceux-là sont acceptables ou pas, si ce risque 10 est plus important ou plus grave que le risque 11, etc. Donc, on va commencer à évaluer, c'est-à-dire classer. On peut utiliser par exemple Pareto, qu'on a vu la dernière séance, pour classer par ordre d'importance selon le critère considéré, les risques déjà identifiés. L'étape d'analyse de risque concerne surtout le recensement des causes et ou des conséquences, c'est-à-dire utiliser des méthodes d'analyse pour chercher les causes, racines ou pas, et les conséquences ou les effets constatables qu'on peut avoir suite à chacun de ces risques-là. Et on peut aussi avoir une idée sur la question est-ce que ces risques-là peuvent être éliminés et peuvent être contrôlés par la suite. Donc, c'est la gravité de point de vue contrôle. Est-ce qu'on peut contrôler les effets qui peuvent être engendrés par ces risques-là? Donc, c'est le niveau analyse. Et une fois que nous avons analysé et déterminé la liste des causes et des conséquences, on peut élaborer un plan d'action dans l'objectif de corriger ou de vérifier des paramètres ou effectuer une
analyse plus approfondie. Dans ce cas, si on décide d'effectuer une analyse plus approfondie, on aura à refaire le cycle du schéma global du processus d'analyse de risque. Et si on revient ici, on va trouver que ce processus, ces flèches de concertation entre chaque étape et le suivi et la communication, elle se trouve à chaque étape. Et c'est le même cas ici. Il y a toujours une communication entre les étapes et il y a un cycle itératif qui se répète tant que je n'ai pas atteint mon objectif que j'ai défini ici dans l'établissement du contexte de l'étude. Entre autres, j'ai défini l'objectif de mon étude. Donc, les étapes de la gestion de risque sont identification, évaluation, analyse et traitement. Les étapes d'identification et analyse, je peux les appeler une cartographie de risque. Il y a plusieurs méthodes de cartographie de risque ou de cartographie de défaillance. Nous, aujourd'hui, on va voir une méthode de cartographie, c'est-à-dire de représentation graphique des risques dans une courbe. Est-ce qu'on a vu déjà un exemple de cartographie de supply chain dans ce cours? Est-ce qu'on a vu une autre méthode de cartographie, pas de risque, mais de toute la chaîne logistique? Est-ce que vous vous rappelez de cette méthode que nous avons vue? C'est la méthode SCORE. C'est une représentation, c'est une représentation symbolique, mais c'est une cartographie aussi symbolique de toute la supply chain. On peut cartographier pas toute la supply chain. Je n'ai pas besoin à ce niveau. Voilà, déjà j'ai défini la cartographie par le modèle SCORE, la représentation symbolique SCORE. Maintenant, si je veux approfondir l'analyse de la chaîne logistique, je peux utiliser une cartographie de risque en se basant sur deux dimensions, sur la probabilité d'occurrence et la gravité. Dans un objectif toujours de réagir si un risque est apparu. Pour vous montrer, pour vous illustrer la méthode, une des méthodes de cartographie de risque, on va considérer cet exemple-là. On va supposer que nous avons identifié, disons, une centaine de risques ici, et nous allons analyser ces risques-là. Comment on va faire ça? Une des méthodes proposées est la suivante. On va considérer les données déjà collectées et préparées et on va les présenter dans une courbe, bien sûr, à axe des abscisses et axe des ordonnées. On va supposer que dans l'axe des abscisses, on va mettre la probabilité d'occurrence et dans l'axe des ordonnées, on va mettre le degré de gravité. Et bien sûr, puisqu'on a deux axes, on va graduer ces axes-là à travers une échelle. L'échelle, c'est à choisir. Chaque entreprise, dépendamment de ses équipements et ses objectifs, ses ressources, va définir une échelle. Un exemple des échelles qu'on peut définir sont les suivantes. On peut graduer la probabilité d'occurrence de jamais, c'est-à-dire un risque qui n'arrive presque jamais, et un risque qui arrive presque toujours ou qui arrive très souvent. Entre jamais et très souvent, on peut par exemple mettre exceptionnellement, rarement, quelquefois, souvent et autres. On peut par exemple définir les probabilités d'occurrence par une probabilité par intervalle. Donc, on intervalle 1, intervalle 2, intervalle 3. Et je dois définir dans une légende qu'est-ce que je veux dire par intervalle 1, intervalle 2, intervalle 3. Je peux tout simplement écrire les probabilités par leur unité. Une probabilité de 5 fois par jour, 10 fois par semaine, 3 fois par mois, et on va leur donner selon des critères bien définis que je définis moi-même. Pour notre exemple, nous allons adopter cet exemple-là, une échelle de probabilité d'occurrence graduée en jamais jusqu'à très souvent ou toujours. De même,
pour le degré de gravité, on va supposer que le degré le plus faible pour nous sera sans gravité et le degré le plus élevé, ça sera catastrophique. Entre les deux, on peut par exemple choisir effet mineur, grave, très grave, etc. Kif kif, pour le degré de gravité, je peux mettre mineur, majeur et catastrophique. Degré 1, 2, 3 jusqu'à 10. Pour l'AMDEC, par exemple, nous avons 4, communément, nous avons 4 degrés de gravité, etc. Pour notre exemple, on va choisir les gravités que vous voyez devant vous. Et une fois nous avons défini les deux axes, les deux dimensions des risques que j'ai déjà définis, on va collecter les informations sur chacun de ces risques-là. On va supposer par exemple que le premier risque qu'on a nommé X1 est un risque grave qui est censé ne jamais arriver. X2, c'est un risque à effet mineur qui arrive rarement. XI, c'est un effet catastrophique, et puisque c'est catastrophique, donc il est censé ne jamais arriver. Et on va placer, et on a plein d'autres, on suppose qu'on a plein d'autres risques avec une probabilité d'occurrence et un degré de gravité pour chaque risque, et on va placer ces risques-là, on va tracer le nuage des points représentant chacun de ces risques-là. Donc, on va prendre par exemple X1, c'est un risque grave qui est censé ne jamais arriver. X2, effet mineur et rare. X3, sans gravité qui arrive souvent, etc. On suppose que nous avons placé tous les risques que nous avons recensés avec leur probabilité d'occurrence et leur degré de gravité. Et là, on peut définir deux zones particulières. Ce sont ces deux zones-là, zone 1 et zone 2. Et si je vous dis que l'une de ces zones va avoir un grand nombre de risques et l'autre zone logiquement, ne doit contenir aucun risque. Donc, on commence par la zone qui ne doit contenir aucun risque. Est-ce que c'est la zone 1 ou 2, à votre avis? Une zone qui qui logiquement ne contient aucun risque. Zone 1. Zone 1. Pourquoi? Pourquoi? Sans gravité. Qu'est-ce que ça veut dire? La zone 1, si on veut décrire cette zone 1, comment on va la décrire? Les risques qui appartiennent à cette zone-là sont des risques qui n'ont aucune gravité et qui sont censés ne jamais arriver. Donc, ce sont des risques négligeables qui vont passer sans aperçu. Ça peut être des bruits, ça peut être des fuites mineures qui n'ont aucun effet. Et dans l'industrie, par exemple, est-ce qu'on a ce genre de risque? Des vibrations mineures? Oui, madame. Oui, donc logiquement, nous aurons un grand nombre de risques sans gravité et des risques qui sont censés ne jamais arriver. Donc, on va avoir dans la zone 1 un nombre de risques assez importants qui sont les risques quotidiens qui peuvent passer inaperçus. En contrepartie, même si vous n'arrivez pas à raisonner de cette manière pour la zone 1, normalement, lorsque je vous pose la question, est-ce qu'il y a une de ces zones qui ne doit jamais contenir de risque, vous devez répondre 2. Pourquoi? Parce que si on a un risque ici, comment on va l'évaluer? C'est un risque comment? C'est un risque catastrophique qui arrive toujours. Est-ce qu'on peut avoir un risque catastrophique qui arrive toujours dans une entreprise? Oui, Par madame. exemple, oui. Comment oui? Exemple. Par exemple, si l'entreprise est située dans une zone où l'État donne le débit d'électricité n'est pas très
très intenses et il y a souvent des intempéries climatiques, ils peuvent avoir des coupures ou des baisses de tension fréquentes. Et c'est grave pour la chaîne de production. C'est grave, mais lorsqu'on dit catastrophique, comment on peut juger qu'un risque est catastrophique? Si, ou bien il cause, ce risque-là peut causer la mort d'un employé, la détérioration complète du matériel. Ça peut causer, par exemple, un arrêt de production pendant 3 mois. Est-ce qu'on peut se permettre d'avoir un risque avec ces effets-là et qui Non, se madame. répètent tout le temps? Non, madame. D'accord? Donc, c'est par rapport à la définition de catastrophique. C'est vrai que la coupure de courant ou avoir un approvisionnement intermittent de courant, c'est dangereux, voire catastrophique. Mais catastrophique, pas par définition du mot catastrophique qui est, si vous vous souvenez de la description des défaillances, c'était maintenant, la description de catastrophique. Déjà, on a discuté ça, je me rappelle de ça. Un risque catastrophique, c'est lié ou bien, je répète, aux employés, à des risques d'accident pour les intervenants, risque d'accident mortel pour les intervenants, des risques de détérioration complète de l'équipement, c'est-à-dire les équipements deviennent non récupérables, je perds complètement l'équipement, ou bien je perds la production pour une période assez importante, ou elle a pendant une date très importante. Par exemple, des défaillances dans un atelier de confection juste avant l'Aïd. Donc, normalement, une entreprise, elle a un chiffre d'affaires à faire chaque Ramadan. Donc, si elle a des défaillances techniques pendant le mois de Ramadan, ce sera catastrophique. Et cette défaillance, ce risque-là, s'il a eu lieu une fois, ça ne doit jamais être repris de nouveau. D'accord? Donc, dans cette zone-là, normalement, une entreprise qui sait bien gérer son activité ne doit jamais avoir un risque dans la zone 2. Donc, on ne doit jamais avoir des risques qui arrivent même souvent, hein, même toujours, même souvent, et qui sont très graves. Normalement, une entreprise qui gère bien son activité doit avoir cette partie de la représentation vide et peut très bien avoir un nombre assez important de risques qui n'ont pas de gravité ou bien et des risques qui n'arrivent jamais, voilà, qui sont censés ne jamais arriver ou bien qui arrivent très rarement. Donc, l'année, on ne doit pas tolérer des risques qui sont très graves, voire catastrophiques et qui arrivent souvent. Pour une entreprise qui a une bonne gestion, elle doit avoir cette zone vide et peut avoir, voilà, toute entreprise peut avoir un nombre important de risques dans cette zone verte. D'accord? Une fois nous avons placé tous les risques, nous aurons un nuage de la liste que nous avons identifiée et décrite des risques qui peuvent avoir lieu sur ma chaîne logistique. Et pour ce nuage de pont, je peux définir deux asymptotes. Une première asymptote, c'est celle-là, sur l'axe des abscisses. Si on veut décrire les risques qui existent dans cette zone-là, on va dire que ce sont des risques qui n'ont pas de gravité, qui sont peu graves, voilà, qui sont sans gravité et qui arrivent toujours. Par exemple, les odeurs dans les industries, la chaleur dans l'industrie métallurgique. Donc, il vaut mieux travailler dans un environnement à une température ambiante, par exemple. Mais vu que nous avons des fours, vu que la température de fonctionnement est 2000 degrés, par exemple, on ne peut pas travailler dans ces conditions-là. C'est un risque, mais c'est un risque qui n'a pas de gravité, qui est lié à l'activité de l'entreprise et qui arrive presque toujours. Donc, c'est la première asymptote des risques
qui sont sans gravité ou bien qui sont très peu graves et qui arrivent presque toujours. Ce sont les risques généralement liés à l'activité. La deuxième asymptote, c'est pour l'axe désordonné. Ce sont les risques qui sont très graves, qui sont catastrophiques et qui sont censés ne jamais arriver. Donc, des risques qui sont très graves, qui sont censés ne jamais arriver. Par exemple, un accident grave pour les employés, un accident grave d'intervenant. Là, une panne qui m'a coûté trop cher, qui m'a coûté beaucoup d'argent. Ou bien un retard de livraison qui a coûté la perte d'un client. Ça peut arriver, ce n'est pas le zéro. C'est pour ça que nous avons une asymptote et non pas un zéro. Et c'est très grave, mais normalement, ce risque-là censé ne jamais arriver. Donc, quelle que soit l'entreprise, quels que soient les risques décrits, on a toujours ces deux asymptotes entre des risques qui n'ont pas de gravité et qui arrivent presque toujours et des risques qui sont très graves, qui sont catastrophiques, qui ont des impacts catastrophiques et qui sont censés ne jamais arriver. Si on veut maintenant tracer la courbe gravité en fonction de la probabilité d'occurrence, ça va être très difficile. La relation entre gravité et probabilité d'occurrence est très difficile à définir. Mais les recherches ont montré que cette courbe-là a une forme hyperbolique. Pour nous, on va admettre que cette courbe-là a une forme hyperbolique et on va supposer que la courbe qui décrit l'activité de l'entreprise que nous avons choisie est celle-là. La courbure de cette hyperbole-là diffère d'une entreprise à une autre. On peut avoir une courbe comme ça, avec une courbure plus aplatie. On peut avoir une autre courbe comme la courbe verticille. On peut avoir plusieurs courbes dépendamment de l'activité de l'entreprise et chacune de ces courbes-là, on va l'appeler une courbe de Farmer qui mesure le degré d'acceptabilité du risque. Donc, la courbe de Farmer va diviser le nuage des risques identifiés en deux zones. Zone à gauche et zone à droite. L'une de ces deux zones-là, on va l'appeler la zone d'acceptabilité et l'autre, c'est la zone d'inacceptabilité. Est-ce que vous pouvez me dire si cette zone-là, à gauche de la courbe de Farmer, est la zone d'acceptabilité ou d'inacceptabilité et pourquoi? Madame, zone d'acceptabilité. Pourquoi? Oui, c'est vrai, c'est la zone d'acceptabilité, mais pourquoi? خاطر الدوغري نقولوا احنا نتاع الريسك ضعيف. Très bien. Donc, si on prend un exemple de cette zone-là, ce risque-là, on va trouver un risque qui arrive exceptionnellement, qui n'a pas de gravité. Est-ce qu'on peut accepter ce risque-là? Oui, il n'y a pas de problème d'accepter un risque qui arrive rarement et qui est peu grave. En contrepartie, si je prends ce XK ici, c'est un risque qui arrive parfois et qui est très grave. Je ne peux pas accepter un tel risque. Qu'est-ce que ça veut dire accepter en fait? La courbe de Farmer divise le nuage des risques en des risques qui peuvent avoir lieu sans intervention. Donc, je peux permettre à cet ensemble de risques d'avoir lieu, ou bien parce que ces risques-là n'auront pas d'impact sur ma production, si je parle d'une entreprise manufacturière, ou bien parce que la correction de ces risques après leur occurrence, ça ne va pas me coûter cher. Donc, pour les risques de la zone d'acceptabilité, je peux les tolérer, c'est-à-dire je peux ne rien faire jusqu'à avoir ces risques-là. Ou bien parce que leur probabilité est très faible, ou bien parce que leurs conséquences sont négligeables et n'ont pas d'influence visible ou importante ou remarquable sur mon activité. Ou bien,
cette zone acceptable aussi, c'est une zone où il y a les risques qui seront traités si j'ai les ressources nécessaires. C'est-à-dire, si j'ai un risque à gauche et un risque à droite et ont besoin de la même ressource, je vais privilégier le risque qui existe dans la zone rouge. D'accord? C'est ça ce que veut dire risque inacceptable. C'est-à-dire, je dois tout faire pour ne pas avoir ces risques-là. Et si j'ai une procédure préventive à mettre en place, je vais privilégier cette zone rouge alors que je peux tolérer les risques qui sont dans la zone d'acceptabilité verte. Donc, le premier argument pour dire que la zone d'acceptabilité, c'est la zone à gauche, c'est de prendre un exemple. Sinon, est-ce que dans le cas général, je peux accepter une zone ouverte, des risques que je connais pas? Bien sûr que non. Donc, là, j'ai un espace ouvert de risques que je connais pas et qui ont des limites de risques qui arrivent toujours et qui sont catastrophiques. Je ne peux en aucun cas tolérer un risque pareil. Si on revient aux trois courbes que je vous ai présentées dans la diapositive précédente, pour vous expliquer plus ce que veut dire zone acceptable et zone inacceptable, on va considérer ce point-là, ce risque-là. Ce risque XL, il est acceptable pour quelle courbe? Il est acceptable pour quelle courbe? De quelle couleur? Le risque XL est acceptable pour la courbe de couleur Verte. C'est à gauche ou à droite de la courbe verte? À gauche, madame. Donc, est-ce que c'est acceptable? Non, c'est la zone Non. ouverte. Donc, elle est acceptable pour une seule courbe, qui est la courbe jaune. Voilà, c'est uniquement la courbe jaune qui tolère ce risque XL. D'accord? Pour les deux courbes rouge et verte, ils considèrent que XL, c'est un risque inacceptable. D'accord? Donc, vous devez comparer la position du risque, du point représentant ce risque-là par rapport à la courbe. Donc, pour la courbe jaune, XL, c'est du côté gauche. Donc, c'est un risque accepté. Et c'est le cas inverse pour les deux courbes rouges et vertes. La courbure, elle est définie comment maintenant? Oui? J'ai une question. Par exemple, par rapport à la courbe jaune que vous avez dit, si on regarde X3 en fait, entre X3, oui, oui. entre X3 et XL, le degré de gravité de X3, elle est moins que celui de X3. Dans ce cas, quelle est acceptable en fait? Dans X3, elle n'est pas acceptable pour toutes les courbes, déjà. D'accord? X3, elle n'est pas acceptable pour les trois courbes parce qu'elle existe à droite des trois courbes. D'accord? Est-ce qu'on est d'accord sur ce point? Oui, madame. Oui. Maintenant, tu as comparé la gravité de XL et X3 et tu dis que pour la courbe jaune, par exemple, je tolère XL et je ne tolère pas X3 qui est moins grave. Oui ou non? Exactement. D'accord. Afna, pourquoi on définit deux dimensions du risque? Parce qu'il y a des risques qui acquièrent leur gravité, leur importance de la combinaison des deux critères. C'est-à-dire, imaginez que, je reviens vers la coupure de courant. La coupure de courant, si c'est pour une seule fois, je vais trouver ce risque-là à gauche, pardon. Je vais tolérer ce risque-là, oui ou non? Donc, c'est un risque qui n'est pas grave, qui n'a pas de gravité. Par contre, si ce risque-là se répète toutes les demi-heures, il va avoir la même gravité, mais c'est la répétitivité qui va le rendre en haut de la courbe, donc non accepté. D'accord? Donc, X3, ce n'est pas accepté
non pas seulement parce que c'est peu grave, voilà, parce que c'est sans gravité, mais l'importance de X3, du traitement de X3, de considérer ce risque comme inacceptable, c'est sa répétitivité. D'accord? Et D'accord, madame. si on veut évaluer X, tu vas comparer par rapport à XL, par exemple, c'est un effet mineur qui arrive exceptionnellement. Ça peut-être pour l'entreprise qui a la courbe verte ici, c'est grave. Je dois éviter ce XL. Pour la courbe jaune, si on veut interpréter la courbe jaune toute seule, on va dire quoi? On va dire que cette entreprise tolère tous les risques qui arrivent peu souvent, qui n'arrivent pas souvent et qui sont graves. Donc la courbe jaune, elle tolère même certains risques qui sont considérés très graves lorsque leur probabilité d'occurrence n'est pas très importante. D'accord? C'est ma remarque suivante quant aux courbes de Farmer. Comment on définit ces courbures-là? Il y a des logiciels pour tracer ces courbes de Farmer. Sinon, on peut avoir des systèmes d'évaluation. Il y a des grilles d'évaluation des risques. Et je vais vous montrer quelques exemples de grilles. On peut ne pas tracer ces courbes-là et considérer des zones de degré de risque. D'accord? Donc, on va dire quoi? On va dire que si je suis très proche de l'origine, et très proche doit être défini selon l'entreprise. Je vais considérer que ce sont des risques mineurs qu'on peut tolérer. Les risques acceptables sont bleus. Les risques qui nécessitent des mesures sont les risques qui sont significatifs. L'échelle n'est pas la même que nous avons choisie, bien sûr, et qui sont importantes. Et nous devons traiter les risques de la zone rouge qui sont inacceptables pour cette entreprise-là. Donc, la courbe, elle est une courbe en escalier. Et les responsables ont défini en fait 4 zones et non pas 2 zones comme pour le cas de la courbe de Farmer ici. Un autre exemple, on peut avoir ce cas de figure-là. Vous remarquez ici que l'axe des abscisses est gradué en 4 zones. C'est tout simplement zone 1, 2, 3 et 4 et nous avons la description de chaque zone. Très peu fréquent. Et nous devons avoir un tableau, par exemple, qui définit qu'est-ce que ça veut dire très peu fréquent. Peut-être pour moi, une fois par jour, c'est très peu fréquent. Pour une autre entreprise, 5 fois par heure, c'est très peu fréquent. Donc, on doit avoir une description quantitative de chaque élément ici. De même pour la gravité. Et on place les risques dans des zones qui sont colorées ici en vert, jaune et en rouge. Vert pour tolérer, pour mesurer, plutôt accepter, mesurer, et puis les risques inacceptables qui doivent être évités à tout prix. D'accord? Donc, voilà comment une entreprise peut définir sa courbe de Farmer ou représenter les différents risques selon des zones de couleur. Une fois nous avons défini ces zones-là, une fois nous avons classé les risques, qu'est-ce qui reste pour travailler? C'est le traitement. Si vous vous rappelez de la procédure d'analyse de risque. L'étape suivante après l'analyse, c'est le traitement, analyse et traitement, c'est-à-dire chercher comment les causes et les conséquences de ce XK, par exemple, on peut utiliser Ishikawa pour les causes et on peut utiliser Lambda pour, si on parle d'une défaillance technique, d'un risque technique, on applique l'Ishikawa pour chercher les causes, on applique l'AMDEC pour chercher les effets et on travaille sur ces causes et ces effets pour traiter ce risque-là et ne jamais avoir ce XK lié à un risque technique. Par exemple, si on parle d'un risque de gestion de stock, on dit un fournisseur, on suppose que ce XJ fait un risque
lié à la gestion de stock. J'ai un fournisseur qui a tout le temps, je suis tout le temps en retard de livraison par rapport à mes clients. Je cherche le pourquoi, je trouve que je suis encore tout le temps approvisionnée avec un retard de livraison. Je cherche pourquoi ce retard d'approvisionnement. Je trouve par exemple qu'il y a un fournisseur qui est toujours en retard. Comment je vais traiter ce problème? Je négocie le contrat avec ce même fournisseur, je change de fournisseur, j'augmente de délai d'approvisionnement ou autre. Donc, c'est l'étape de traitement. Une fois j'ai proposé un plan d'action, je mesure les effets de ce plan d'action sur mon exercice, sur mon activité. Si tout va bien, ce XJ sera dans la zone acceptable. Donc, si je vais agir sur les causes ou les conséquences de ce XJ qui est un risque dans notre exemple lié à la gestion de stock, c'est ou bien je vais diminuer la probabilité d'occurrence, donc je vais la décaler à gauche, ou bien je vais la décaler vers le bas, et dans les deux cas, je vais me rapprocher de la zone d'acceptabilité, ou bien je vais rentrer dans la zone d'acceptabilité pour ce risque-là. Et de même pour les autres risques que nous avons dans la zone d'inacceptabilité. D'accord? C'est un processus de amélioration continue. C'est-à-dire que j'aurai toujours des risques dans la zone inacceptable, dans cette zone-là. Je dois travailler pour traiter les causes et les conséquences de ces risques-là, pour diminuer leur probabilité et leur degré de gravité et entrer dans la zone acceptable. Entre-temps, il y aura d'autres risques qui vont apparaître et je dois travailler sur ces risques-là dans le cadre d'un processus continu d'amélioration de mon activité de gestion de chaîne logistique. Un des outils les plus utilisés pour l'évaluation des risques, pour le traitement ou l'analyse des risques dans une chaîne logistique, c'est cette courbe de Farmer qui peut être représentée par une courbe ou bien par des diagrammes à couleur. Des questions pour cette première partie de gestion de risque et courbe de Farmer? Non, madame. D'accord? Non. Merci. D'accord. Pour la deuxième partie, c'est une toute petite partie sur les normes liées à la gestion de risque ou au risque management. Est-ce que vous avez une idée si nous n'avons pas une norme comme la norme ISO 9000 pour la qualité? Est-ce que nous avons une norme pour le management du risque? Est-ce que vous connaissez une norme en relation avec la gestion de risque? Ce n'est pas très connu, mais ça existe. C'est la norme 31 000. C'est une norme qui est basée sur le principe de la route de Ming. Vous connaissez tous le diagramme ou la roue PDCA. C'est une démarche d'amélioration continue. Plan, do, check et act. Et normalement, lorsque nous avons une norme, c'est dans le but généralement d'une certification. Contrairement à cette règle-là, la norme ISO 31 000, c'est une norme qui n'est pas destinée pour la certification. Mais c'est une norme qui, comme vous voyez devant vous, fournit surtout des principes et des directives pour une bonne gestion des risques de chaîne logistique. Donc, ça traite tout type de risques, managérial, technique ou autre, et propose des principes communs entre toutes les entreprises, que ce soit des entreprises manufacturières ou des entreprises de services. Ces principes et ces lignes directrices offrent une harmonie entre les processus de management de risque. C'est-à-dire, nous aurons une norme compréhensible par tous les acteurs de la chaîne logistique. Donc, nous aurons par exemple des définitions, les mêmes définitions pour toutes les entreprises opérant dans le même domaine. Donc, c'est presque les mêmes fonctionnalités que les autres normes ISO, 9000 entre autres, mais
La différence, c'est que jusqu'à présent, à mes connaissances, hein, je ne sais pas si ça a changé depuis l'année dernière, à mes connaissances, il n'y a pas de certification ISO 31000 jusqu'à présent. Du moins, en Tunisie, je suis certaine qu'il n'y a pas ça. Mais jusqu'à quelques mois, il y a quelques mois, même dans le monde, il n'y avait pas de certification ISO 31000, mais il y a des Canadiens et des Suisses qui travaillent dessus. Surtout la Suisse, elle donne une très grande importance à cette norme-là. C'est quoi la particularité de la norme 31000? C'est que c'est une norme qui englobe les autres normes que vous connaissez peut-être. Donc, vous connaissez certainement la norme 9000 pour le management de la qualité. Le management de la sécurité de travail, santé et sécurité de travail, c'est la norme 18000. 14 000 pour l'environnement et 21 000 pour le développement durable, par exemple. 26 000, c'est pour la responsabilité sociétale. Et il y en a d'autres normes intégrées déjà dans la norme 31 000. Donc, c'est une norme puisque elle concerne toute la gestion de risque de toute la chaîne logistique. Elle doit avoir des parties de la qualité, des parties de la santé, de la sécurité, santé de travail, une partie de l'environnement, une partie de développement durable et sécurité, etc. Donc, c'est une norme qui englobe les autres normes, qui doit considérer les autres normes et ça concerne comment dire, tous les secteurs d'activité, toutes les fonctions en relation avec la gestion logistique. L'année, vous avez ISO 31000 version 2009. Nous sommes arrivés jusqu'à la version 2018. Vous allez trouver sur votre classroom la norme ISO 31000 version 2018. Mais juste cette figure existe uniquement pour la version, j'ai trouvé moi, pour la version 2009 et c'est une figure explicative pour présenter le maximum de normes pour pour donner une idée plus générale sur les différentes normes concernées par ISO 31000. Donc, sur votre classroom, vous allez trouver la norme ISO 31000 version 2018, juste après ce cours-là. La dernière partie, vous avez des questions déjà pour la deuxième partie? Non. Donc, pour les curieux, vous pouvez avoir plus de détails dans la norme. C'est une norme connue. Elle est une norme très connue pour tous les gérants des entreprises, des supply chain en particulier. Pour la dernière partie, ça concerne, comme nous avons déjà dit, un phénomène appelé théorème fondamental de la supply chain, ou bien l'effet coup de fouet, ou bien encore l'effet, le bullwhip effect. Donc, on peut l'appeler théorème fondamental de la logistique, effet coup de fouet, ou bien bullwhip effect. Les parties que nous allons avoir pour cette troisième partie du cours, nous allons répondre à la question qu'est-ce que l'effet coup de fouet? Quelles sont les causes de ce phénomène? Comment on peut l'éviter donc, si on va connaître les causes? Quelles sont les conséquences de cet effet et comment faire si on observe un effet pareil sur notre chaîne logistique? Pour répondre aux deux premières questions, je vous propose de suivre une vidéo de 2 minutes. J'espère que ça va marcher avec Meet. Je vais expérimenter ça pour la première fois avec vous. Et vous me dites si vous arrivez à voir la vidéo. Hein. Vous voyez la vidéo? Non. Non. Donc, je Non, vais... non, madame. D'accord, c'est pas grave. Donc, je vais... Je vais partager la vidéo sans présentation. Et puis, je vais revenir à la présentation. D'accord? C'est une vidéo écrite en anglais, un anglais très simple. Hein? Vous voyez la vidéo maintenant? Oui.
Oui, oui. D'accord. Mais si vous arrivez à entendre la musique, c'est tant mieux. Sinon, c'est pas grave. Vous lisez, vous essayez de comprendre qu'est-ce que l'effet coup de fouet et c'est causé par quoi dans l'exemple présenté. On va discuter par la suite. D'accord? Je vais tout de D'accord. suite vous mettre. Alors, est-ce que vous avez saisi ce que l'effet coup de fouet déjà? Vous êtes là? Oui, madame. Alors, qu'est-ce que vous avez compris de la vidéo? Elle parle de quoi déjà? C'est quelqu'un qui est habitué de consommer une grande quantité de bière et il a eu un incident, il s'est cassé le pied. Et lorsqu'il consommait avant de se casser le pied, il avait une consommation assez importante. Donc, le détaillant, il a provisionné une grande quantité auprès du grossiste. De même, le grossiste va prévoir une quantité pour approvisionner le détaillant. Et lorsque, j'ai oublié son nom, lorsque Ben, lorsque Ben ne consomme plus de bière, donc il y avait un cumul de stock pour le détaillant et un cumul plus important pour le grossiste. Et ça a engendré des problèmes de stockage, des surcoûts de stockage pour toute la chaîne logistique. Et c'est à cause de quoi? Tout simplement à cause d'un événement particulier pour un consommateur final. L'effet de cet événement s'est amplifié au fur et à mesure qu'on s'éloigne de Ben. C'est comment on peut décrire l'effet coup de fouet. Est-ce que vous voyez la présentation maintenant? Oui. Ben, imaginez que Ben, c'est ce consommateur final, c'est un customer. Ici, le détaillant, le grossiste, et la perturbation ici, c'est le fait que Ben ne consomme plus, n'arrive plus à acheter cet article-là. Donc, les variations vont être de plus en plus amplifiées en s'éloignant de ce consommateur final. Et c'est une des définitions de l'effet coup de fouet ou le bullwhip effect. Est-ce que vous connaissez qu'est-ce que le coup de fouet déjà? C'est quoi le fouet, le coup de fouet? اللي شفتوا به Comment? هو C'est اللي شفتوا به كتفوي Oui, voilà. Donc et vous voyez là, qu'est-ce qui se passe lorsque vous stimulez par une petite énergie au bout de ce fouet-là. Donc, les sinusoïdes vont augmenter au fur et à mesure qu'on s'éloigne du poignet. Je pense que ça s'appelle le poignet. D'accord? Donc, c'est pour ça qu'on l'appelle
effet coup de fouet. C'est une amplification d'un petit effet au début de la chaîne logistique dans notre cas. D'accord? Donc, si on veut proposer une définition au coup de fouet, on peut dire que ça consiste en une amplification extraordinaire des variations de la demande, dans ce cas la consommation de bière de benne, au fur et à mesure qu'on s'éloigne du client final ou du consommateur. Là, vous pouvez vous poser la question pourquoi la bière. En fait, la bière, c'est le produit le plus utilisé pour expliquer les phénomènes de gestion de la supply chain. Il y a toute une théorie qui s'appelle le jeu de bière, qui explique presque toutes les notions en relation avec la gestion logistique. Donc, c'est un produit qui est très utilisé dans les livres, dans les vidéos d'explication des phénomènes de la gestion logistique. Donc, malheureusement, nous n'avons pas eu le temps à cause de cet enseignement en ligne. J'ai prévu jouer un peu le jeu de bière. C'est un jeu très amusant où il y a un consommateur, un détaillant, un distributeur et un manufacturier, et on peut jouer réellement les rôles de ces quatre maillons de la chaîne logistique, et on peut observer comme... Oui. Bon, j'ai une question un peu stupide, mais bon. C'est pas stupide, tu peux poser la question. Est-ce que réellement, le fait qu'il y ait quelques clients qui désistent ou qui se désintéressent au produit, ça peut causer réellement la faillite d'une entreprise? Normalement, tout ça, c'est pris en charge, non? Non. Lorsque c'est la gestion globale de chaîne logistique. C'est ce que nous avons dit lorsqu'on a parlé de chaîne logistique intégrée. Si tu parles de assurance ou de remboursement, par exemple, on ne parle plus de gestion logistique intégrée. On parle d'une chaîne logistique où chaque maillon s'intéresse uniquement à lui-même. Donc, si le grossiste, par exemple, sera remboursé parce qu'il n'a pas vendu de marchandises, on a résolu le problème pour ce grossiste ou pour ce détaillant uniquement. On cherche à avoir une chaîne logistique où tous les maillons sont gagnants. Dans la vidéo, c'est schématiquement où un seul client peut engendrer toutes ces perturbations. Mais réellement, ce n'est pas uniquement un seul client qui peut engendrer toutes ces conséquences. Autre chose, donc, juste je termine l'idée s'il te plaît. Les perturbations ont été causées au début par la diminution de la consommation, et puis il y a un manque à gagner parce que Ben a demandé de tripler, je pense, la quantité, mais le détaillant n'arrive pas à fournir cette quantité-là. Donc, il y a déjà un manque à gagner. Il n'y a pas que la perte. C'est le fait d'avoir des perturbations, des variations qui vont engendrer. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi il y avait des problèmes? Bon, schématiquement, dans l'exemple, lorsque le détaillant a remarqué que la consommation a diminué, il ne savait pas que Ben a pris 15 jours de repos. Il a cru que la consommation va diminuer pour une longue durée, voilà, pour toujours. Donc, il a diminué la quantité demandée au grossiste. Le grossiste, qu'est-ce qu'il va faire? Il va supposer aussi que cette diminution est permanente et va informer le producteur. Le producteur, il ne va pas s'apercevoir que Ben va s'absenter uniquement pour 2 semaines. Il va faire quoi? Il va réduire la production parce que la quantité vendue a diminué. Après 15 jours, qu'est-ce qui va se passer? Ben, qu'est-ce qu'il va faire? Il a demandé 3 fois la quantité habituelle. Et déjà, le détaillant a diminué sa quantité vendue. Donc, il y a un manque, il est en rupture de stock très importante. Donc, il y a 2 choses. Ou bien il va rester en rupture de stock et il y a un manque à gagner, donc il pouvait gagner plus, mais il a perdu ça à cause d'une mauvaise prévision. Et il peut, ou
plutôt, il peut commander cette quantité qui peut aller jusqu'à 4 fois la quantité normale de consommation de Ben, parce qu'il va faire la fête. Lorsqu'il va commander 4 fois, s'il va considérer que cette commande va rester pour toujours, qu'est-ce qu'il va y avoir par la suite? Il va avoir une quantité excessive en stock parce que Ben ne va pas faire la fête tous les jours. Il va revenir à sa consommation normale. Donc, il y aura une autre variation, une autre perturbation de stock du détaillant qui va causer une augmentation de stock. Et la répercussion va continuer aux grossistes et éventuellement aux fabricants. Ce qui a été présenté dans la vidéo, c'est une illustration comique, si vous voulez. C'est une illustration simplifiée, mais réellement, le problème, il est beaucoup plus profond. Donc, l'idée, c'est que la variation de consommation dans pour les particuliers peut affecter les particuliers en Tunisie, par exemple. La consommation de la Tunisie peut très bien affecter une entreprise manufacturière aux États-Unis pour la consommation, avec une amplitude plus importante que la variation de la consommation en Tunisie pour un produit ou un autre. C'est ça l'idée. Donc, il ne faut pas rester trop attaché à la vidéo. La vidéo, c'est une illustration du phénomène qui dit qu'une variation, une simple variation liée à une personne particulière ou à un groupe particulier de personnes peut engendrer des conséquences qui sont amplifiées en s'éloignant au fur et à mesure de ce client final. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question et si tu as une autre chose à ajouter. Oui, madame, vous avez très bien répondu. J'ai les idées maintenant beaucoup plus claires. Merci Très beaucoup. bien, tant mieux. Si tu as une autre question, ne dis pas que c'est stupide, tu peux poser toutes les questions que tu as. Hein. D'accord? D'accord, madame. D'accord, merci. D'accord. Alors, donc voilà ce que nous pouvons proposer. Et c'est le cas pour tout le monde, bien évidemment. Donc, voilà ce que nous pouvons proposer comme définition pour l'effet coup de fouet. C'est le phénomène d'amplification, surtout croissante, de la variation de la demande de consommateurs. Ça peut être représenté aussi généralement par cette figure-là. Donc, un consommateur qui va avoir une variation qui n'est pas très importante, ça dépend qu'est-ce que ça veut dire très importante, mais une variation, une légère variation de sa consommation qui va être amplifiée au fur et à mesure qu'on s'éloigne de ce consommateur-là. Et chaque maillon de la chaîne logistique a un niveau de stock qui va être affecté par cette variation et par cette incertitude de la demande. Parce que le consommateur final a une demande assez variable. Quelles sont les causes maintenant de cet effet? Pourquoi on peut avoir une variation de la consommation finale? Pourquoi on peut avoir un effet coup de fouet? C'est principalement causé par la variation répétitive de la demande. C'est-à-dire si on a un événement exceptionnel comme le cas de Ben, ça va affecter le détaillant, ok, mais ça ne va pas affecter le producteur réellement. C'est figuratif ce qui a été représenté dans la vidéo. Je peux avoir l'effet coup de fouet parce que j'ai des imprécisions de l'information. Par exemple, j'ai entendu une rumeur qui dit que il y a un certain type de matière première qui sera en rupture de stock dans une semaine. Donc, qu'est-ce que je vais faire? J'ai pris la décision de stocker une grande quantité de cet article-là. Et cet article n'a pas eu de rupture de stock. Donc, l'information que j'ai eue, elle n'était pas correcte et j'ai mal prévu ma production à cause d'une information qui n'est pas précise parce que j'aurai une augmentation de stock qui n'est pas justifiée, qui n'est pas utile. Ça m'a causé des surcoûts de stockage sans rien gagner. Et ça devient pire encore si la demande sur le produit fini diminue. Donc, j'aurai un double problème. C'est le cas extrême.
L'exemple que je vous ai cité peut entrer aussi dans le cadre de l'absence de la transparence dans la chaîne logistique. Ça peut être le cas inverse de l'exemple que je vous ai dit. Par exemple, il y aura une rupture de stock pour un produit ou une matière première bien déterminée, mais l'information ne circule pas bien. Donc, je ne me suis pas aperçue qu'il y aura une rupture de stock. Donc, dans ce cas, la perturbation aura comme conséquence une diminution de la production parce que je serai en rupture de stock de matière première parce que il n'y avait pas une transparence, il n'y avait pas une bonne communication entre le fournisseur et le producteur, moi en tant que producteur. Si on arrive à déterminer les causes de cet effet coup de fouet, on peut répondre à la question comment on peut éviter cet effet-là. Si en fait, en faisant l'inverse de ces causes-là, principalement en assurant un partage synchronisé et une bonne circulation de l'information. C'est ce que nous avons discuté lorsque nous avons parlé du système d'information dans la chaîne logistique, surtout lorsqu'on a parlé de l'EDI, par exemple, l'échange informatisé des informations. Donc, pour éviter cet effet coup de fouet, il faut s'assurer que nous avons une bonne circulation accélérée, synchrone et partagée entre les différents maillons de la chaîne logistique. C'est l'action primordiale à appliquer si on veut éviter un effet coup de fouet, avoir une information transparente et fluide. Deuxième mesure, c'est la réduction des délais, que ce soit de livraison ou de transport. Lorsqu'on réduit les délais, on pourra réagir plus rapidement. Donc, si on approvisionne l'usine tous les 3 mois, s'il y aura un événement particulier dans un mois, j'aurai déjà préparé la production des 2 mois qui vont venir. Donc, la réaction ne sera pas très fiable. Donc, si on réduit les délais de livraison et de transport, on pourra réagir à tout événement extraordinaire et éviter comme ça l'effet coup de fouet. Autre mesure qu'on peut entreprendre pour éviter cet effet, c'est d'éviter le lotissement, c'est-à-dire lisser les flux. Qu'est-ce que ça veut dire lisser les flux? C'est-à-dire avoir une production dite en flux tendu, c'est-à-dire réduire au maximum les stocks, que ce soit les stocks au début de la chaîne de production pour les matières premières, les stocks produits finis à la fin de la chaîne ou bien les stocks intermédiaires entre les postes. Flux tendu, c'est comme un fil tendu, c'est-à-dire il n'y a pas de stock entre les différents postes, c'est-à-dire lisser le flux de production et réduire les stocks intermédiaires. Je vous ai déjà parlé de ça en parlant du lissage de flux. Donc, circulation et fluidité, synchronisation de l'information, réduction des délais, réduction des stocks intermédiaires et lissage de flux. Ce sont les mesures les mesures principales qu'on peut entreprendre pour éviter les causes qui peuvent aboutir à un effet coup de fouet ou bien au bullwhip effect. Si on a cet effet maintenant, quelles sont ses conséquences? Comme vous l'avez déjà constaté dans la vidéo, nous aurons ou bien une accumulation ou bien une rupture de stock dépendamment de la situation. On peut avoir les deux, comme le cas du détaillant avec Bena. On peut être dans une situation d'une mobilisation coûteuse des moyens de dépannage. Dans le cas de rupture de stock, par exemple, et nous avons une commande pour l'export. Je serai obligée d'approvisionner les matières premières en rupture de stock, même si ça va me coûter plus cher que le normal, pour ne pas perdre le client à l'étranger, par exemple, qui est un client très important. Donc, ça peut causer
des situations de mobilisation coûteuse des moyens de dépannage. Ça peut être une situation de manque à gagner. Donc, j'aurai des clients qui demandent ma production, mais je n'arrive pas à les approvisionner. Donc, il y a un manque à gagner ou bien tout court une perte de vente dans le sens de perdre le client parce que j'ai déjà eu un retard de livraison. C'est par rapport à la fiabilité de mes approvisionnements auprès des clients. Et puisqu'on a parlé de clients, ça peut engendrer une mauvaise réputation auprès du client, un mauvais service de point de vue qualité, par exemple. Si maintenant nous avons ces conséquences ou l'une de ces conséquences-là, comment on peut les éliminer? Par exemple, on peut mettre en place un bon système d'information en partage. On peut partager ce système d'information tel que le notion EDI que nous avons discuté dans le chapitre du système d'information. On peut avoir plus d'informations sur les points de consommation, éliminer au maximum les intermédiaires. Donc, avoir un contact le plus court possible, le plus direct possible avec le client. Le réapprovisionnement continu, c'est en relation avec la diminution des délais et des stocks. Avoir des modes de transport mixtes pour pouvoir avoir plus de flexibilité de transport, réduire les délais, on a discuté ça, et avoir un engagement tel que, c'est un terme connu, everyday low price, c'est-à-dire essayer toujours de minimiser le coût de production ou maintenant proposer, par exemple, on peut proposer des promotions pour augmenter les ventes en cas d'augmentation du niveau de stock, par exemple. Donc, dépendamment de la situation, on peut proposer des promotions ou bien accélérer la production si on est en situation de rupture de stock. Donc, voilà ce que j'ai à vous présenter pour l'effet coup de fouet. Je vous rappelle rapidement ce que nous avons vu pour cette séance. Nous avons commencé par quelques définitions en relation avec les risques, le danger, la méthodologie d'analyse de risque et nous avons fini par le traçage, l'élaboration de la courbe de Farmer, l'interprétation éventuelle de cette courbe-là. Nous avons ensuite parlé de la norme 31 000 liée au qui concerne le management de risque, le risk management, généralement on note RM, risk management, et je vous ai dit que vous allez trouver la version de 2018 dans votre classroom. Et nous avons fini par discuter le phénomène effet coup de fouet connu par le théorème de la gestion logistique et nous avons déterminé ce que ce phénomène-là, ses causes, comment l'éviter, ses conséquences et comment éliminer ou neutraliser ces effets ou ces conséquences si jamais nous étions dans une situation d'effet coup de fouet. Dans votre classroom, vous allez trouver la vidéo de l'effet coup de fouet aussi. Et ce webinaire, je vais le partager probablement demain. Ce ne sera pas pour aujourd'hui de toutes les façons. Ce sera ou bien demain ou bien jeudi matin pour des raisons que je ne vais pas vous le dire maintenant. L'essentiel, ce ne sera pas pour aujourd'hui. Vous allez trouver tous les documents, que ce soit la vidéo sur Ben, sur la consommation de bière de Ben. Vous allez trouver la norme et vous allez trouver le support de cours. La vidéo, ce sera pour demain après-midi ou jeudi matin. Si vous n'avez plus de questions, je vais vous remercier pour votre attention et… Madame, oui, si entre-temps on a des questions, on peut toujours déposer dans le classroom. bien sûr, bien sûr. Et je vous rappelle que vous aurez un petit test d'évaluation. Thomas, ce sera ou bien vendredi ou bien samedi. Thomas, ce sera pour vendredi. Hein. Madame, samedi, c'est mieux en fait, parce que déjà, normalement, jeudi, on a le système échantillonné. On a vendredi, j'ai dit vendredi, Henrika. Ce sera Madame, pour vendredi.
S'il vous plaît, madame. Jeudi, on a le test de système échantillonné et Mhm. normalement, on va réviser. Le vendredi, Mais c'est la dernière séance. Comment on va faire, Dan? On n'aura plus de supply chain management pour le reste de ce semestre-là. C'est la 10e séance, c'est la dernière. et l'examen, ce sera en janvier. Oui, c'est comme la direction vous a informé. Donc, c'est une décision liée à l'état sanitaire du pays. Hein. Madame, Oui. Je vais arrêter l'enregistrement et puis on discute le test. Hein. D'accord.